Bonjour, nous sommes samedi, le 11 avril, je pense. Et oui, il fallait bien arriver à Jules Verne à un moment donné, lisant hier des extraits de Un monde sans rivage d'Hélène Gaudy, sur l'expédition de ces trois explorateurs au pôle Nord. Jules Verne s'est présenté à moi, tout naturellement, et 20 000 lieues sous les mers particulièrement parce que je pense que c'est le Jules Verne que j'ai le plus relu. Avec Le désert des Tartares de Dino Buzzati, 20 000 lieues sous les mers, c'est vraiment le livre que j'ai le plus lu dans ma vie. Une véritable fascination, déjà pour la figure du capitaine Nemo. Alors cette fascination, elle est venue par le cinéma, découvert dans mon adolescence, les adaptations de Jules Verne à Hollywood, notamment 20 000 lieues sous les mers, avec Kirk Douglas, James Mason. Mais il y avait aussi l'adaptation du Tour du monde en 80 jours avec David Niven. Et je me souviens aussi du Voyage au centre de la Terre avec toujours James Mason. Donc j'ai approché Jules Verne d'abord par les adaptations cinématographiques et puis j'ai fini par le lire beaucoup. Et 20 000 lieues sous les mers est toujours resté le livre fétiche. Alors je vous en lis un extrait. Donc le capitaine Nemo, dans son Nautilus, a, je dirais, séquestré à son bord le professeur Aronnax, son valet, Conseil, et un harponneur irlandais, Ned Land. Donc ces trois personnages sont un petit peu confinés dans le Nautilus. Il y a déjà eu une ou deux explorations sous-marines faites en journée, avec les hommes du capitaine Nemo et les trois personnages dont j'ai parlé. Et ici c'est une scène où le capitaine Nemo propose au professeur Aronnax une exploration nocturne des fonds sous-marins. Nous sommes dans l'Atlantique et cette exploration ne se fera que à deux. Le soir, vers 11 heures, je reçus la visite très inattendue du capitaine Nemo. Il me demanda fort gracieusement si je ne me sentais fatigué d'avoir veillé la nuit précédente. Je répondis négativement. Alors, monsieur Aronnax, je vous proposerai une curieuse excursion. Proposez, capitaine. Vous n'avez encore visité les fonds sous-marins que le jour et sous la clarté du soleil. Vous conviendrait-il de les voir par une nuit obscure? Très volontiers. Cette promenade sera fatigante, je vous en préviens. Il faudra marcher longtemps et gravir une montagne. Les chemins ne sont pas très bien entretenus. Ce que vous me dites là, capitaine, redouble ma curiosité. Je suis prêt à vous suivre. Venez donc, monsieur le professeur, nous allons revêtir nos scaphandres. Arrivé au vestiaire, je vis que ni mes compagnons, ni aucun homme de l'équipage ne devait nous suivre pendant cette excursion. Le capitaine Nemo ne m'avait même pas proposé d'emmener Ned ou Conseil. En quelques instants, nous eûmes revêtu nos appareils. On plaça sur notre dos les réservoirs abondamment chargés d'air, mais les lampes électriques n'étaient pas préparées. Je le fis observer au capitaine. « Elles nous seraient inutiles, » répondit-il. Je crus avoir mal entendu, mais je ne pus réitérer mon observation car la tête du capitaine avait déjà disparu dans son enveloppe métallique. J'achevai de me harnacher. Je sentis qu'on me plaçait dans la main un bâton ferré, et quelques minutes plus tard, après la manœuvre habituelle, nous prenions pied sur le fond de l'Atlantique à une profondeur de 300 mètres. Minuit approchait. Les eaux étaient profondément obscures, mais le capitaine Nemo me montra dans le lointain un point rougeâtre, une sorte de large lueur qui brillait à 2 milles environ du Nautilus. Ce qu'était ce feu, quelle matière l'alimentait, pourquoi et comment il se revivifiait dans la masse liquide, je n'aurais pu le dire. En tout cas, il nous éclairait, vaguement, il est vrai, mais je m'accoutumai bientôt à ces ténèbres particulières, et je compris dans cette circonstance l'inutilité des appareils Ruhmkorff. Le capitaine Nemo et moi nous marchions l'un près de l'autre, directement sur le feu signalé. Le sol plat montait insensiblement. Nous faisions de larges enjambées,
nous aidant du bâton. Mais notre marche était lente, en somme, car nos pieds s'enfonçaient souvent dans une sorte de vase pétri avec des algues et semé de pierres plates. Tout en avançant, j'entendais une sorte de grésillement au-dessus de ma tête. Ce bruit redoublait parfois et produisait comme un pétillement continu. J'en compris bientôt la cause. C'était la pluie qui tombait violemment en crépitant à la surface des flots. Instinctivement, la pensée me vint que j'allais être trempé par l'eau au milieu de l'eau. Je ne pus m'empêcher de rire à cette idée baroque. Mais pour tout dire, sous l'épais habit du scaphandre, on ne sent plus le liquide élément, et l'on se croit au milieu d'une atmosphère un peu plus dense que l'atmosphère terrestre. Voilà tout. Après une demi-heure de marche, le sol devint rocailleux. Les méduses, les crustacés microscopiques, les pénatules l'éclairaient légèrement de lueurs phosphorescentes. J'entrevoyais des monceaux de pierres qui couvraient quelques millions de zoophytes et des fouillis d'algues. Le pied me glissait souvent sur ces visqueux tapis de varech, et sans mon bâton ferré, je serais tombé plus d'une fois. En me retournant, je voyais toujours le fanal blanchâtre du Nautilus qui commençait à pâlir dans l'éloignement. Ces amoncellements pierreux dont je viens de parler étaient disposés sur le fond océanique suivant une certaine régularité que je ne m'expliquais pas. J'apercevais de gigantesques sillons qui se perdaient dans l'obscurité lointaine et dont la longueur échappait à toute évaluation. D'autres particularités se présentaient aussi, que je ne savais admettre. Il me semblait que mes lourdes semelles de plomb écrasaient une litière d'ossements qui craquait avec un bruit sec. Qu'était donc cette vaste plaine que je parcourais ainsi? J'aurais voulu interroger le capitaine, mais son langage par signes qui lui permettait de causer avec ses compagnons lorsqu'ils le suivaient dans ses excursions sous-marines était encore incompréhensible pour moi. Cependant, la clarté rougeâtre qui nous guidait s'accroissait et enflammait l'horizon. La présence de ce foyer sous les eaux m'intriguait au plus haut degré. Était-ce quelque effluence électrique qui se manifestait? Allais-je vers un phénomène naturel encore inconnu des savants de la Terre? Ou même, car cette pensée traversa mon cerveau, la main de l'homme intervenait-elle dans cet embrasement? Soufflait-elle cet incendie? Devais-je rencontrer, sous ces couches profondes, des compagnons, des amis du capitaine Nemo, vivant comme lui de cette existence étrange et auquel il allait rendre visite? Trouverais-je là-bas toute une colonie d'exilés qui, là des misères de la terre, avaient cherché et trouvé l'indépendance au plus profond de l'océan? Toutes ces idées folles, inadmissibles, me poursuivaient, et dans cette disposition d'esprit, surexcitée sans cesse par la série de merveilles qui passaient sous mes yeux, je n'aurais pas été surpris de rencontrer au fond de cette mer une de ces villes sous-marines que rêvait le capitaine Nemo. Notre route s'éclairait de plus en plus. La lueur blanchissante rayonnait au sommet d'une montagne haute de 800 pieds environ. Mais ce que j'apercevais n'était qu'une simple réverbération développée par le cristal des couches d'eau. Le foyer, source de cette inexplicable clarté, occupait le versant opposé de la montagne. Au milieu des dédales pierreux qui sillonnaient le fond de l'Atlantique, le capitaine Nemo s'avançait sans hésitation. Il connaissait cette sombre route. Il l'avait souvent parcourue, sans doute, et ne pouvait s'y perdre. Je le suivais avec une confiance inébranlable. Il m'apparaissait comme un des génies de la mer, et quand il marchait devant moi, j'admirais sa haute stature qui se découpait en noir sur le fond lumineux de l'horizon. Il était 1 heure du matin. Nous étions arrivés aux premières rampes de la montagne. Mais pour les aborder, il fallut s'aventurer par les sentiers difficiles d'un vaste taillis. Oui, un taillis d'arbres morts, sans feuilles, sans sève, arbres minéralisés sous l'action des eaux, et que dominaient çà et là des pins gigantesques. C'était comme une houillère encore debout, tenant par ses racines au sol effondré, et dont la ramure, à la manière des fines découpures de papier noir, se dessinait nettement sur le plafond des eaux. Que l'on se figure une forêt du Harz, accrochée au flanc d'une montagne, mais une forêt engloutie.
Les sentiers étaient encombrés d'algues et de fucus, entre lesquels grouillait un monde de crustacés. J'allais gravissant les rocs, enjambant les troncs étendus, brisant les lianes de mer qui se balançaient d'un arbre à l'autre, effarouchant les poissons qui volaient de branche en branche. Entraîné, je ne sentais plus la fatigue. Je suivais mon guide qui ne se fatiguait pas. Quel spectacle! Comment le rendre? Comment peindre l'aspect de ces bois et de ces rochers dans ce milieu liquide, leur dessous sombre et farouche, leur dessus coloré de tons rouges sous cette clarté que doublait la puissance réverbérante des eaux? Nous gravissions des rocs qui s'éboulaient ensuite par pans énormes avec un sourd grondement d'avalanche. À droite, à gauche, se creusaient de ténébreuses galeries où se perdait le regard. Ici s'ouvraient de vastes clairières que la main de l'homme semblait avoir dégagées, et je me demandais parfois si quelque habitant de ces régions sous-marines n'allait pas tout à coup m'apparaître. Voilà, c'est une des expéditions les plus fascinantes de 20 000 lieues sous les mers, puisque au terme de cette expédition, le capitaine Nemo, je vais prendre peut-être un passage un petit peu plus loin. En effet, là, sous mes yeux, ruinée, abîmée, jetée bas, apparaissait une ville détruite, ses toits effondrés, ses temples abattus, ses arcs disloqués, ses colonnes gisantes à terre, où l'on sentait encore les solides proportions d'une sorte d'architecture toscane. Plus loin, quelques restes d'un gigantesque aqueduc. Ici, l'exhaussement empâté d'une acropole, avec les formes flottantes d'un Parthénon. Là, des vestiges de quais, comme si quelque antique port eût abrité jadis, sur les bords d'un océan disparu, les vaisseaux marchands et les trirèmes de guerre. Plus loin encore, de longues lignes de murailles écroulées, de larges rues désertes, toute une Pompéi enfouie sous les eaux, que le capitaine Nemo ressuscitait à mes regards. Où étais-je? Où étais-je? Je voulais le savoir à tout prix, je voulais parler, je voulais arracher la sphère de cuivre qui emprisonnait ma tête. Mais le capitaine Nemo vint à moi et m'arrêta d'un geste. Puis, ramassant un morceau de pierre crayeuse, il s'avança vers un roc de basalte noir et traça ce seul mot: Atlantide. 20 000 lieues sous les mers, lu avec quelques accros. Voilà, je ne peux que conseiller la lecture de Jules Verne qui continue à me fasciner. Peut-être dans quelque temps je lirai un des romans de Jules Verne qui m'a le plus embarqué aussi, qui s'appelle Les Indes Noires, qui est aussi un voyage, une forme de voyage au centre de la Terre, mais dans le monde minier. Bonne journée à vous, avec ou sans Jules Verne, mais explorons, explorez.